Bonjour, aujourd'hui, on va s'attaquer à un trio qui a l'air, inséparable. L'amour, le mariage et la monogamie. On a l'impression que ces trois-là vont forcément de pair. Mais qu'est-ce qui se passe quand on y regarde un peu plus près? Voilà la question qui est au cœur de tout. Dans la tête de la plupart des gens, la réponse est une évidence, un grand oui. L'amour romantique, c'est vu comme le chemin tout tracé, presque obligatoire, vers l'autel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'un côté, il y a la belle histoire que notre culture nous raconte depuis des générations. Et de l'autre, il y a ce que l'histoire avec un grand H, la psychologie et l'anthropologie nous disent. Et croyez-moi, c'est une histoire beaucoup plus complexe. C'est cette tension qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On va commencer par décortiquer ce scénario qu'on connaît tous par cœur, cet idéal de l'amour qui doit absolument se finir par un mariage. Et voilà, le grand mythe moderne, dans toute sa splendeur. L'idée qu'un amour, pour être considéré comme vrai, authentique, doit trouver son apogée, son but ultime, dans une union stable et exclusive. C'est une croyance qui est tellement ancrée en nous que c'en est presque une sorte de religion sentimentale. Mais et si tout ça, ce lien qu'on nous présente comme une évidence, n'était en fait qu'une belle illusion romantique? Et si la monogamie, qu'on nous vend comme un truc complètement naturel, ne l'était pas tant que ça? Ce sont ces deux questions qui vont nous servir de fil rouge. Pour commencer à trouver des réponses, le mieux, c'est de faire un petit voyage dans le temps. Parce que, spoiler alerte, l'idée de se marier par amour n'a pas toujours existé. Et c'est un euphémisme. Et là, attention, c'est le point clé. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, le mariage, c'était d'abord et avant tout un contrat, un outil purement pratique pour gérer la société et l'économie. L'amour dans tout ça, s'il pointait le bout de son nez, il était au mieux secondaire et au pire, il était même vu comme un danger pour la stabilité de l'union. Le contraste ici est juste saisissant. On voit bien le fossé. Avant, le mariage servait à gérer des biens, à créer des alliances politiques ou familiales, et bien sûr à faire des héritiers. Aujourd'hui, on attend du mariage qu'il nous apporte un accomplissement personnel, un amour fusionnel, le bonheur individuel. En gros, la mission du mariage a complètement changé. Et cette révolution, attention, elle est hyper récente. Elle est née au XVIIIe siècle avec la montée de l'individualisme. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à placer les sentiments personnels, la quête du bonheur de l'individu au centre de tout. Le mariage par amour est donc une invention moderne, pas une tradition millénaire. Ok, on a vu l'histoire. Maintenant, changeons de casquette. On passe à la biologie, à la psychologie. Parce que le mot aimer, en fait, ça cache des réalités très différentes dans notre cerveau. Ce sentiment incroyable, ce tourbillon quand on tombe amoureux, scientifiquement, c'est ça. C'est un état neurologique, un véritable cocktail chimique. C'est intense, c'est piloté par la dopamine, notre fameux circuit de la récompense. Le cerveau est comme obsédé, focalisé sur une seule personne. C'est une machine de guerre chimique, mais qui a une date de péremption. C'est passager. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ce feu d'artifice chimique? Idéalement, on passe à autre chose, l'attachement. On quitte le terrain de la neurobiologie pure pour entrer dans celui de la psychologie du lien qui dure. Et là, on parle de sécurité, de confiance, de compromis. Ce sont vraiment deux systèmes cérébraux distincts qui n'ont pas grand-chose à voir. Et c'est souvent là que le bât blesse. Pour qu'un mariage tienne la route, ce n'est pas de la chimie, de la passion dont on a besoin. Non, ce sont des compétences liées à l'attachement. Savoir gérer un conflit, négocier, entretenir la confiance, la stabilité. C'est un autre métier en fait. Et confondre les deux, c'est la recette parfaite pour la déception. Allez, on s'attaque au troisième et dernier pilier de notre idéal, la monogamie. Cette fameuse exclusivité sexuelle et affective. Est-ce que c'est vraiment un réglage par défaut chez l'être humain? La question est posée, sans détour, est-ce qu'on est biologiquement programmé pour la monogamie stricte et à vie? La réponse des sciences humaines risque d'en bousculer plus d'un. Regardez un peu ces données anthropologiques. C'est assez fou quand on y pense. Si on regarde l'ensemble des cultures humaines à travers l'histoire, les sociétés qui pratiquaient des formes de non-monogamie étaient en fait majoritaires. La monogamie stricte, comme seule et unique norme, c'est une exception culturelle. Ce n'est pas du tout la règle universelle pour notre espèce. Et psychologiquement, c'est un peu la même chanson. Le désir humain, c'est décrit comme quelque chose de fluctuant, de mobile. Ça ne colle pas spontanément avec une exclusivité absolue pour toute la vie. Il y a une tension, presque par définition, entre la nature de notre désir et l'idéal de la monogamie. Alors la question a 1 million. Si ce n'est pas si naturel que ça, d'où vient cet idéal si puissant? C'est un cocktail de plusieurs choses. Il y a bien sûr la morale chrétienne, mais il y a aussi des raisons beaucoup plus terre-à-terre. Protéger la propriété privée, s'assurer de la transmission du patrimoine et tout simplement gérer l'économie du foyer.
Bon, on a démonté pas mal de choses. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment est-ce qu'on peut repenser nos relations à la lumière de cette grande confusion? Et c'est là qu'on touche à quelque chose de vraiment important. Une bonne partie de la souffrance dans les relations aujourd'hui, ça vient précisément de là, de ce conflit permanent entre la complexité de nos mondes intérieurs, nos désirs qui changent, nos besoins d'attachement, et ce modèle unique, rigide, dans lequel on essaie de tout faire rentrer. C'est un peu comme essayer de faire rentrer un carré dans un cercle. Parce que quand on regarde les couples qui tiennent la route sur le long terme, le secret, ce n'est pas qu'ils collent parfaitement à un idéal, pas du tout. Le secret, c'est qu'ils ont développé des compétences. La régulation émotionnelle, une communication efficace, la maturité affective, une certaine souplesse psychique. C'est ça le vrai ciment. Et ça m'amène à cette redéfinition que je trouve géniale. Le mariage, ce n'est pas le prolongement naturel et féerique de la passion. C'est un pacte de travail psychique. Le mot travail est clé ici. Ça veut dire que c'est un engagement conscient, un effort constant pour construire quelque chose ensemble en acceptant la complexité et les difficultés. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment la suivante. L'amour, le mariage et la monogamie ne jouent pas dans la même cour. On a d'un côté la chimie du cerveau, de l'autre un contrat social et enfin une norme culturelle. Ce sont 3 planètes différentes qu'on essaie de faire tourner sur la même orbite. Et forcément, ça crée des frictions. Du coup, la vraie question, ce n'est peut-être plus est-ce que l'amour doit mener au mariage? La question, plus profonde, plus personnelle, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut articuler, chacun à sa manière, notre désir, notre besoin d'attachement et nos contrats de vie, mais en le faisant avec lucidité et honnêteté, en dehors des mythes? Voilà, la question reste ouverte.